Et maintenant, j'ai le très grand plaisir d'accueillir Émeric Guéga, un homme qui n'aime pas prendre la lumière. Je le remercie donc de nous faire ce magnifique cadeau de sa présence. Émeric, tu es à la tête de la RSE, de la sécurité et d'un centre de formation. Tu travailles énormément, mais tu arrives à dégager quand même 3 heures par jour pour le mouvement Ocradega, qui regroupe 1700 bénévoles et qui a un réseau d'entraide extrêmement puissant. Alors, Émeric, l'humain est au cœur de tes engagements. Pourquoi? En fait, ça m'est venu déjà tout petit. Mon éducation, ma famille m'a toujours appris que tout petit, il ne fallait pas regarder que son nombril. Et très rapidement, je me rappelle en primaire, j'ai la chance d'avoir un frère jumeau et mon frère jumeau et moi, on prenait les enfants qui étaient plus dans des situations un peu difficiles avec nous parce qu'on avait la force d'être jumeaux, c'est toujours effectivement un avantage et donc on les prenait déjà sous notre aile. Donc ça m'est venu vraiment très rapidement et grâce à une éducation effectivement très bienveillante et donc j'essaye de retranscrire ce qui m'a été apporté par ma famille. D'accord. Et donc, quel est le mouvement Ocradega? Alors, On craint des gains, c'est un mouvement qui a été créé en décembre 2021. Pour la première fois, on avait démarré ce mouvement pour les quartiers nord de Marseille. Oui. On avait fait une collecte alimentaire pour les familles des lycéens. On s'était aperçu qu'effectivement, pendant les vacances scolaires, malheureusement, on a livré à peu près 600 personnes dans les quartiers nord de Marseille, ne parvenaient pas à manger, puisque ces lycéens, finalement, arrivent à manger quand ils sont en période de lycée, puisque le lycée leur procure de la nourriture le midi, mais le soir, quand ils rentrent chez eux, ils n'ont rien à manger. Et pendant les vacances, on s'apercevait que ça risquait d'avoir 15 jours sans nourriture. Donc on a démarré On craint des gains en décembre 2021, où on a livré plus de 600 personnes dans les quartiers nord de Marseille avec une dizaine de professeurs de l'éducation nationale. On est allé dans toutes les tours les plus sinistrées de plusieurs quartiers nord de Marseille pour livrer cette nourriture. Le démarrage est là. Donc ça veut dire que depuis, il y avait eu des succès absolument dingues, à la fois sur le plan humain et à la fois sur le plan des résultats de vos actions. Quelles sont vos 3 dernières plus belles actions? Alors, on a vraiment des grandes thématiques d'action. Alors, on fait quasiment tous les jours des actions pour aider des personnes en situation de stage, d'alternance ou sans emploi à trouver un emploi. Donc, grâce à effectivement mon réseau de 1700 bénévoles et des connexions où j'ai aussi bien des présidents du CAC 40 que des demandeurs d'emploi dans ce mouvement, on fait bouger l'algorithme de LinkedIn et on tag beaucoup de monde en fonction des métiers pour essayer de créer une émulation et trouver des opportunités pour ces gens. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours chez On craint des gains. Sinon, on a beaucoup aussi d'aide aux personnes en situation de handicap pour intégrer le monde de l'entreprise. Donc on cherche à effectivement lever les biais de certains managers qui pensent qu'une personne en situation de handicap forcément ne va pas faire l'affaire une fois en poste. Donc on communique beaucoup sur ça. On fait aussi beaucoup de soutien psychologique à des gens qui n'ont pas forcément l'argent pour aller voir des psychologues, des psychothérapeutes. On a la chance chez On craint des gains d'être entouré de spécialistes qui bénévolement aident des personnes dans des grandes situations de précarité et essayent de soulager leur quotidien. Et c'est ça qui fait la force d'On craint des gains. Mais voilà, il y a des panels très très larges, mais tous les jours il y a une ou plusieurs actions chez On craint des gains. Merci beaucoup, ça c'est ta partie investissement de ta vie personnelle et professionnelle forcément. Mais alors, du coup, dans ta vie professionnelle, tu es aussi directeur de plusieurs choses complètement différentes. Comment est-ce possible? C'est la première fois que je vois ça. Alors, c'est grâce à mes chefs. J'ai la chance effectivement d'avoir des managers qui m'ont autorisé à quitter le monde du juridique, puisqu'auparavant j'étais directeur juridique adjoint et risque manager du groupe Colas Rail pour encadrer des équipes de sécurité ferroviaire. J'ai dirigé cette équipe pendant plus de 2 ans en étant uniquement chef de cette équipe. Et au bout de 2 ans, on m'a demandé de prendre le centre de formation du
groupe Colas Rail pour également apporter une certaine dynamique. 2 ans après, on m'a demandé de prendre la responsabilité sociétale de l'entreprise Colas Rail à l'échelle mondiale. Et récemment, on m'a donné aussi d'autres missions, d'autres fonctions aussi un peu plus larges pour le groupe Bouygues. Donc, voilà, Alors, c'est quoi cette dernière mission qu'on a envie de savoir? On a une mission là, qui nous intéresse beaucoup chez Bouygues sur le respect des droits humains fondamentaux, où on est dans un comité de travail avec une ONG RH Sans Frontières pour instaurer de nouvelles méthodes de travail dans différents groupes, dont le groupe Bouygues, et créer une nouvelle méthode d'analyse pour être sûr et certain, à chaque instant, de respecter les droits humains fondamentaux à l'échelle de nos différents métiers chez Bouygues et dans d'autres groupes qui font partie de cette ONG. Mais où trouves-tu toute cette énergie? Comment fais-tu pour manager, pour... Moi, je dis souvent, je trouve cette énergie dans mes équipes, en fait. J'ai appris à savoir m'entourer. J'ai essayé aussi de créer un système de management proche d'une entreprise libérée où on gomme une partie de cette notion de hiérarchie, où on essaye de faire corps ensemble face aux difficultés qu'on doit affronter tous les jours. Parce que quand vous gérez la sécurité, quand vous gérez la montée en compétences comme ça, mon centre de formation, il travaille pour Colas Rail, mais uniquement pour 14% de son chiffre d'affaires. Tout le reste, je travaille pour l'intégralité de mes grands concurrents, des majors du BTP. Alors attends, tu peux travailler tes salariés pour la concurrence? Tout à fait. C'est extraordinaire. Comment ça se passe? On avait déjà fait ça pour la sécurité ferroviaire. Au bout de quelques mois où j'ai dirigé cette équipe de sécurité ferroviaire, je m'étais aperçu que finalement, ils étaient capables aussi d'aller travailler pour les autres et pour amener les autres entreprises dans des niveaux de sécurité aussi satisfaisants que celui de Colas Rail. Donc on a eu effectivement aujourd'hui, je crois qu'on travaille pour 17 entreprises ferroviaires différentes pour améliorer les conditions de sécurité dans ces sociétés-là. Et chez Campus Fer, on travaille pour à peu près 75 entreprises du BTP, du ferroviaire, en montée en compétences dans une dizaine de métiers du ferroviaire, du BTP. Donc ça veut dire, si je comprends bien, que tu as réussi à rendre rentable une activité qui est plutôt normalement réservée à l'interne. Tout à fait. C'est ça qui est... J'ai essayé de configurer un service fonctionnel productif. Et je peux vous dire effectivement que cette année, c'est une entreprise c'est 3 entités qui effectivement génèrent de l'argent. Voilà. Et donc ça veut dire que tu as mis en place le principe de l'entreprise libérée, mais concrètement, comment fais-tu pour fédérer les équipes, t'assurer que même si tu n'es pas toujours là, puisque tu dois être présent pour tout le monde, ça continue à rouler de manière fluide et aussi efficace? En fait, j'ai toujours essayé d'être inutile. De configurer effectivement une équipe où finalement elle n'aurait pas besoin de moi et être uniquement le média de la réussite de cette équipe. Donc au fur et à mesure, j'apprends avec les années, j'ai la chance d'avoir des gens qui me sont très très fidèles. Et donc, quelles sont effectivement les différentes compétences que ces gens ont, catalyser ces expériences-là. Et aujourd'hui, pour la sécurité ferroviaire ou pour Campus Fer, l'organisme de formation, j'ai vraiment des managers et leurs collaboratrices et collaborateurs très très autonomes. Je ne suis que quelqu'un qui fête leur réussite. D'accord. Alors du coup, j'ai envie de te demander quel serait pour toi le secret de la réussite des dirigeants pour avoir des équipes aussi fidèles, aussi engagées, aussi efficaces? Alors, j'ai beaucoup de journalistes qui me posent la question. Moi, j'ai toujours dit de l'enthousiasme. Il faut avoir de l'enthousiasme, il faut être aligné avec ses vraies valeurs. Kim, tout à l'heure, sur ton plateau, l'indiquait également. Moi, je considère que pour agir dans la durée, il faut être aligné à ses valeurs et normalement, voilà, du moment qu'on est aligné, après, il faut une petite catalyse des énergies, comme je l'indique, et on arrive effectivement à avoir chaque année des succès. Et je pense que Colas Rail est très satisfait de ses équipes parce qu'elles sont dans une dynamique très enthousiaste. D'où un ratio effectivement de fidélité de ces gens qui proche de zéro. Mais comment tu fais pour générer cet enthousiasme? C'est par la dynamique d'équipe. Je dirais, je ne sais même pas si c'est moi. Enfin, moi, je pense que c'est eux-mêmes. Ils sont... automatiquement, sachant qu'ils ont mon support tous les jours, ils exploitent leurs compétences et moi je les regarde avec une grande fierté, mais je ne fais que les regarder. Ah oui.
Moi, quand me détire quand même, Émeric. Vraiment, je suis totalement admirative. Et par rapport à l'organisation donc, de Okradega et ton activité professionnelle, est-ce que de temps en temps, tu embarques tes équipes dans tes actions Alors tout à fait, parmi les bénévoles, on a des membres, enfin des salariés de la société Colasrail qui participent à des opérations de tout style. En fait, le principe d'Oncranéguin, c'est que moi j'attends pas que quelqu'un systématiquement agisse. C'est si le cœur lui en dit en fonction de la nature de l'opération, à ce moment-là, il s'associe à l'opération. Mais je ne force personne, il n'y a aucune adhésion. Donc aujourd'hui, on a chez Oncranéguin aussi bien des personnes étam, donc de niveau agent de maîtrise communément, que des cadres. On a même un directeur général qui fait partie d'Oncranéguin. Donc ça crée également des passerelles. On l'a vu dernièrement, on devait recruter une trentaine d'électriciens à toute vitesse pour un marché qu'on vient de gagner. Et grâce à Oncranéguin, on a eu plus de 2000 CV qui ont été à notre disposition pour pouvoir aller recruter chez ces électriciens et leur faire des mails pour les contacter en leur disant ben voilà, aujourd'hui chez Colasrail on a une nouvelle activité et on est capable de recruter 30 électriciens, ben viens qui veut. Donc il y a des passerelles, tous les jours il y a des passerelles entre Oncranéguin et Colasrail. On en bénéficie au niveau des ressources humaines, au niveau des personnes en situation de handicap également, puisque comme j'aide des personnes en situation de handicap intégrées dans l'entreprise, forcément j'ai tendance aussi à servir mon entreprise en premier. Donc c'est voilà, sans arrêt, il y a des points communs entre les initiatives humaines et dans la RSE, on dit toujours il faut avoir une fonction sociétale et Oncranéguin a cette fonction sociétale. Et que partagerais-tu aux personnes qui aujourd'hui se sentent vraiment victimes d'injustice? Alors, quand on est victime d'injustice, moi je dis toujours, il ne faut pas rester isolé. Il faut vraiment agir en réseau. Nous, on a créé ce réseau-là. Pour ça, en fait, on s'aperçoit en France comme dans d'autres pays, puisque aujourd'hui Oncranéguin est dans 7 pays différents. Si on est tout seul, j'appelle mes protégés les oubliés. Donc moi, je suis là pour les oublier, pour mettre un réseau à disposition de ces oubliés pour qu'ils ne se sentent pas seuls. Et on le voit encore avant-hier, il y a quelqu'un qui a fait une vidéo sur nous en disant « mais moi, je ne connaissais pas ces gens-là » et d'un seul coup, ils sortent un post et une déferlante de bienveillance sur LinkedIn à mon attention, et le monsieur était hyper touché en disant voilà, c'est impressionnant que du jour au lendemain on ait autant de témoignages de sympathie, mais parce que ce réseau-là il a été construit de manière à faire en sorte que les gens oubliés en France comme ailleurs ne soient plus oubliés, puisque aujourd'hui, on peut encore avoir foi en l'humanité et les membres de Oncranéguin sont des spécialistes de ce sujet. Et d'ailleurs, Émeric, merci infiniment de nous rappeler qu'à votre vie, nous sommes des frères et des sœurs de sang. Tout à fait. C'est la fin de cette émission. J'espère que vous y avez passé un très joli moment avec nous. Et à très vite pour la suite.